tous les easter eggs et secrets de la saison 2 d'Andor. Bonjour à tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter tous les easter eggs et clins d'œil que peut faire la deuxième saison de Andor à tout le reste de l'univers Star Wars. Et comme j'ai beaucoup de choses à vous présenter, on va commencer sans tarder. Dès la première séquence de la série, nous sommes amenés à découvrir un monde simplement appelé Centre de Test 73. Mais le plus intéressant ici, c'est la mention de Seynar, ce qui désigne l'endroit comme appartenant à cette fameuse compagnie de l'univers étendu, Sienar System, que l'on connaît surtout pour sa conception des nombreux chasseurs impériaux, à commencer par les célèbres chasseurs TIE. On peut découvrir ici qu'ils sont sur le point de développer un nouveau prototype de chasseur bien supérieur sur tout un tas d'aspects au simple TIE Fighter. Grâce à un retcon assez astucieux, on peut maintenant se dire que ce prototype a servi d'inspiration à ce qui deviendrait plus tard le chasseur personnel de Kylo Ren, le TIE Whisper. Dans ce même passage, on peut entendre l'employé dire à Cassian que le mot de passe du jour est Kafren. Le mot de passe de ce soir, c'est Kafren. Kafren. Ce qui est plutôt marrant puisque Kafren, ça désigne également la station dans laquelle nous avons pu découvrir Cassian pour la première fois il y a presque 10 ans, au début du film Rogue One. Dans sa tentative d'escapade, Cassian est également confronté à un style un peu particulier de Stormtrooper, un Range Trooper, une unité d'élite qu'on pouvait régulièrement trouver sur des mondes particulièrement hostiles, et ils étaient capables d'œuvrer dans des conditions difficiles. On avait déjà pu les découvrir dans le film Solo, A Star Wars Story. Après cela, Andor est pris en chasse par des vaisseaux un peu particuliers une fois encore, qui ressemblent énormément à la première version des TIE Advance. Un chasseur inspiré par le vaisseau de Dark Maul dans La Menace Fantôme, et qui a également été utilisé par le Grand Inquisiteur dans Star Wars Rebels. C'est aussi un modèle qui servira à créer le chasseur personnel de Dark Vador. Ensuite, sur Chandrila, nous pouvons découvrir pour la première fois en live-action le personnage de Erskine Semai, un Chandrilien qu'on avait déjà pu voir dans Star Wars Rebels, plus précisément dans l'épisode au cours duquel l'équipage du Ghost vient en aide à la sénatrice pour l'aider à échapper aux impériaux après son discours appelant ouvertement la galaxie à se révolter. Lorsque nous croisons ensuite le chemin des impériaux et plus précisément du directeur Krennic, lors de ce qu'ils appellent la partition de Maltine, le tout est construit de façon à nous évoquer la demeure personnelle du petit moustachu de la Deuxième Guerre mondiale. Et la réunion qui peut s'y tenir n'est pas également sans nous rappeler la conférence de Wonsey, j'espère que je prononce bien, au cours de laquelle les personnalités importantes du Troisième Reich ont pu évoquer tout un tas de possibilités qui leur permettraient de mettre en pratique la solution finale. C'est totalement la même chose qui est traitée dans cet épisode vis-à-vis de la population Gorman. C'est d'ailleurs un sujet que l'univers étendu a mis en place depuis très longtemps puisque sa première mention remonte à 1990, même si c'est toujours resté un événement un peu vague qui prend enfin tout son sens avec cette série. Par là même, le projet Énergie dont parle Krennic est également là pour dissimuler la vraie nature de son projet, à savoir celui d'une arme de destruction massive, l'étoile de la mort. Cela nous rappelle également le livre Catalyseur dans lequel nous pouvons suivre le personnage de Galen Erso et constater que celui-ci pensait d'abord travailler sur un projet civil avant de comprendre de quoi il s'agissait réellement. C'est pour cela que celui-ci part en exil, comme on peut le voir au début de Rogue One, et que Krennic a ensuite tout mis en œuvre pour le retrouver, car il était le seul scientifique en mesure de faire avancer leurs recherches. Après cela, nous avons droit à notre lot de petits easter eggs du côté de la boutique de Luthen, avec surtout la mise en avant de la coiffe portée par Padmé Amidala dans l'Attaque des Clones, mais également une partie du masque porté par le maître Jedi Plo Koon. Mais ici, je pense surtout qu'il ne faut y voir qu'un simple clin d'œil et pas quelque chose de très concret. En revanche, nous avons le droit une fois encore à une mention des Rakata, ou plutôt des Rakatan d'après la VF, avec la présentation d'une statue chandrilienne qui aurait disparu il y a 25 000 ans lors de l'invasion de la planète qui avait été conduite par les Rakatan. Une race donc très importante de l'univers étendu Legends, qui devrait l'être tout autant dans le canon. Reste à savoir maintenant si le film de James Mangold qui traitera des origines des Jedi, plus ou moins sur cette période, mettra en avant ou non ces derniers.
Après cela, on pourrait également parler du fait que la musique électro du mariage n'est pas nouvelle, puisque c'est une sorte de remix de la musique qu'on pouvait déjà entendre sur la planète Niamos, là où s'était replié Cassian après la réussite de son braquage. Mais pour aller plus loin encore, ce style de musique assez électro n'a rien de nouveau dans Star Wars, même si je l'accorde, ça peut paraître assez troublant au premier abord. Mais c'est déjà arrivé, notamment dans les jeux vidéo, qu'on ait droit à des styles de musique tout à fait singuliers, surtout dans les cantinas, que ce soit dans KOTOR, mais aussi et surtout dans le dernier Jedi Survivor. Ensuite, petit aspect un peu amusant, on peut voir des gardiens s'occuper durant leur temps de travail en regardant une course de pod, ce qui nous rappelle évidemment la course de la menace fantôme à laquelle peut participer Anakin. Il est également fait mention du premier massacre des Gorman. Là où la chose est intelligente, c'est que l'élément décrit dans ce nouvel épisode fait référence à la version Legends du fameux massacre des Gorman. Celle où le grand Moff Tarkin est effectivement venu écraser des manifestants avec son vaisseau. Une idée brillante et pertinente qui permet de renforcer la colère et le ressentiment naissant du peuple local vis-à-vis de l'Empire, tout en rendant canon de façon intelligente cet événement. Du côté de Saw Gerrera et de ses partisans, nous avons pu voir que ceux-ci occupent désormais une base militaire sur la planète Dakar. C'est cet endroit qui sera également utilisé par la Résistance près de 30 ans plus tard. De la même manière, on peut voir que leur objectif principal consiste à s'approvisionner en carburant, et plus précisément en Ridonium, un carburant qu'on a déjà pu voir dans The Clone Wars, mais aussi dans The Mandalorian, et qui est apparemment la source de la maladie, mais aussi et surtout de la folie du guerrier Donderron, qui en vient même à surnommer cette essence en l'appelant sa sœur, quand on sait l'importance qu'a effectivement eu la sœur de Saw, Stilla, lors de la libération de leur planète, et comment sa mort a pu le détruire de l'intérieur, la chose est assez intéressante. Après cela, au milieu de l'exposition de Skulldun, nous pouvons voir exposer une sorte de sphère dont l'architecture n'est pas sans nous rappeler celle de la seconde étoile de la mort. Sûrement un rappel implicite pour nous évoquer ici le fait que la première soit également en construction à ce moment précis de l'intrigue. Au début du 7e épisode, nous pouvons de nouveau redécouvrir la planète Yavin 4, cette fois-ci occupée par un nombre de troupes de l'Alliance rebelle bien plus important, puisque ceux-ci s'y sont officiellement établis. La forme du vaisseau cargo que l'on peut voir vous dit peut-être quelque chose, puisque c'est le même style de vaisseau utilisé par les rebelles rencontrés par Obi-Wan Kenobi dans sa série. Par la suite, le Major Partagaz évoque également les laboratoires d'Idou, que nous connaissons nous aussi, puisque c'est en leur sein que travaille actuellement Galen Erso, le scientifique qui a aidé contre son gré les impériaux pour permettre le fonctionnement de l'étoile de la mort. Après la fuite de Mon Mothma, il nous est dit que les rebelles ont décidé de réécrire l'histoire, quelque chose qui peut nous paraître flou, mais qui permet également de conserver dans le canon l'histoire racontée dans la série animée Rebels, où Mon Mothma se retrouve à bord du Ghost pour donner un nouveau discours d'appel à la rébellion. Dans le cadre de cette opération, elle se fait escorter par l'escadron Gold, qui est également nommé dans cet épisode. Cette escadre de chasseurs Y-Wing est celle visible dans Un Nouvel Espoir, mais également dans Rogue One. Enfin, pour entamer les ultimes easter eggs visibles dans le dernier chapitre, nous allons d'abord devoir nous rendre de nouveau dans la boutique de Luten, où nous pouvons retrouver une coiffe royale de Naboo, tout à fait similaire à celle portée par Padmé Amidala dans La Menace Fantôme. Juste à côté, on peut voir ce qui ressemble énormément à un crâne de Gungan. Le personnage nous présente également une lame Naotolan, le peuple du célèbre Jedi Kit Fisto. Un autre clin d'œil très intéressant et auquel je ne m'attendais absolument pas, et que je vous ai d'ailleurs déjà présenté dans la vidéo analyse du 10 chapitres, c'est le nom porté par l'hôpital où est emmené Luten, puisqu'il se nomme l'hôpital Lina So. Il s'agissait de la chancelière de la République près de 200 ans avant les films, à l'époque dite de la Haute République. Durant les flashbacks, on peut voir Luten essayer de vendre un collier dévaronien, les Dévaroniens étant une race d'aliens à cornes qui nous font forcément penser à des sortes de démons.
On a énormément pu en voir dans l'univers étendu, mais ceux-ci ont fait leur première apparition comme beaucoup d'autres durant la scène de la cantina dans Un Nouvel Espoir. Après cela, nous avons pu constater qu'au début de sa vendetta, l'une des premières planètes à avoir été prise pour cible par Luthen n'est nulle autre que Naboo, la planète natale de celui qui est devenu l'empereur Palpatine. S'attaquer à ce monde n'a donc rien d'anodin. Une fois dans la base rebelle de Yavin, nous pouvons revoir les visages de tout un tas de personnages déjà visibles dans Rogue One, comme ce moustachu, l'incroyable amiral Radius, et tout un tas d'autres personnalités politiques qu'on retrouve donc évidemment autour de la table du Conseil rebelle. Et pour conclure, quand nous découvrons le sort réservé à Dedra Meero, nous pouvons vite comprendre que celle-ci a été envoyée dans un camp de travail de prisonniers, tout à fait similaire à celui où Cassian avait été envoyé dans la saison 1. Voilà, je pense que maintenant on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'apprécier tous ces petits clins d'œil de la saison 2 de la série Andor. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou bien à laisser un pouce bleu. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, que ce soit via le bouton rejoindre sur YouTube ou bien alors en faisant un don sur Tipeee. De mon côté, je pense que j'ai dit l'essentiel et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine et que la force soit avec vous. C'était Absolute, ciao!